Welcome to the GCE podcast, where we speak with voices from around the world about advancing free, inclusive, quality public education for all. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast organisé par la Campagne mondiale pour l'éducation. Je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une discussion cruciale au cœur des défis majeurs de notre continent. Dans notre échange du jour, nous allons nous pencher sur une question essentielle. Que signifie pérenniser l'apprentissage lorsque la crise n'est plus une perturbation temporaire, mais la réalité quotidienne des enfants et des jeunes? Aujourd'hui, nous parlons de l'avenir de millions d'enfants en Afrique, trop souvent exclus de l'école en raison des conflits armés, des déplacements forcés, des catastrophes climatiques, de l'insécurité alimentaire et de l'instabilité économique. Tous ces facteurs ébranlent profondément des systèmes éducatifs et portent une atteinte grave au droit fondamental à l'éducation. Sur le terrain, le constat est alarmant. Des écoles sont endommagées ou occupées, des enseignants se retrouvent sans rémunération ou contraints à l'exil, et les jeunes subissent des interruptions répétées de leur scolarité. Mais face à ces urgences, l'espoir et la résilience s'organisent. Sur le front, les communautés, les enseignants, les mouvements de jeunes, les organisations de la société civile développent des réponses courageuses et des innovations locales pour maintenir l'apprentissage coûte que coûte. Cet engagement vital que nous allons mettre en lumière aujourd'hui. Et c'est également dans ce contexte que la campagne mondiale pour l'éducation, en collaboration avec plusieurs coalitions nationales pour l'éducation, a mené l'étude Éducation en situation d'urgence en Afrique, intitulée Protéger l'éducation en situation d'urgence en Afrique, réalité locale et témoignages des communautés au Burkina Faso, au Tchad, en République démocratique du Congo, au Mozambique, au Nigeria, en Somalie et au Sud-Soudan. Afin de documenter ces réalités et de générer des données ancrées dans les communautés à des fins de plaidoyer. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'animer ce podcast avec deux intervenants d'exception directement engagés sur le terrain et au cœur de ces enjeux cruciaux pour l'éducation. Permettez-moi d'introduire M. Jacques Tibalanga Kassandi, qui est le coordonnateur de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous en République démocratique du Congo. Monsieur Tibalanga, bonjour et bienvenue. Bonjour Dorian et merci de m'avoir invité. Merci. Notre deuxième intervenant du jour est M. Nongdo Sawadogo, qui représente ici la Coalition nationale pour l'éducation pour tous du Burkina Faso. M. Sawadogo est membre de la communauté haute où l'étude sur la situation du genre, la recherche sur l'étude s'est menée au Burkina Faso et réside dans la commune de Kaya, qui est le chef-lieu de la région du centre-nord, une zone qui accueille un très grand nombre de personnes internes au Burkina Faso. Monsieur Sawadogo, bienvenue. Bonjour, merci. Merci. Alors, la recherche sur l'éducation en situation d'urgence révèle que les systèmes éducatifs ne sont pas préparés à l'ampleur ni à la nature des crises auxquelles ils sont confrontés et que la continuité de l'apprentissage est principalement assurée par des enseignants volontaires, des familles et des communautés, plutôt que par des systèmes formels. Cette recherche que nous avons menée dans vos pays respectifs souligne également que l'éducation en situation d'urgence reste gravement sous-financée, tandis que la mise en œuvre d'engagements tels que l'engagement sur la mise en œuvre de l'ODD 4 et la déclaration sur la sécurité dans les écoles reste très limitée. Monsieur Tibalanga, pour poser le cadre de notre échange, quelles sont les principales tendances transnationales qui se dégagent de cette étude en RDC, au-delà des spécificités nationales que nous avons dans votre pays? Quels sont les grands constats communs
sur la façon dont les crises régionales viennent fragiliser les systèmes éducatifs en Afrique. Merci, Monsieur Jacques, vous avez la parole. Merci beaucoup, Dorian. Il faut, d'entrée de jeu, il faut dire que le premier constat transnational est que la crise n'est plus une interruption exceptionnelle de l'éducation. Donc, dans de nombreux contextes, les conflits, les déplacements forcés, les catastrophes naturelles climatiques et l'insécurité alimentaire, la pauvreté se prolonge et se superpose. Donc, beaucoup d'enfants n'ont pas accès à l'éducation, notamment à cause de ces crises-là. Deuxième constat ou deuxième tendance majeure et qui peut se répéter dans plusieurs pays, c'est que la crise affecte simultanément l'accès, la qualité et la protection et l'inclusion scolaire. Donc, les écoles sont fermées, détruites, occupées ou utilisées comme abris. Les établissements qui restent ouverts accueillent souvent des effectifs très élevés avec des horaires réduits, peu de matériel et des enseignants déplacés, insuffisamment rémunérés et ou même traumatisés. Et le troisième constat, la troisième tendance est surtout l'aggravation des inégalités préexistantes. Donc, ces crises contribuent à aggraver davantage les inégalités qui existaient déjà avant. Donc, les crises viennent donner encore du tonus à ces inégalités-là. Les filles, les enfants déplacés, les apprenants en situation de handicap souvent, les enfants issus de communautés marginalisées et pauvres, les plus pauvres rencontrent des obstacles majeurs, des obstacles importants pour accéder à l'éducation. Et troisième tendance, plutôt la quatrième tendance est que les enseignants, les familles, les communautés sont les premiers intervenants. Lorsque les systèmes publics sont débordés, ils organisent des espaces temporaires, adaptent les horaires, distribuent des supports d'apprentissage et soutiennent les enfants traumatisés et développent des solutions locales. Cependant, ces efforts reposent sur le bénévolat, l'improvisation et des ressources véritablement limitées. Et enfin, l'étude met en évidence un écart important entre les engagements politiques et leur mise en œuvre. L'éducation en situation d'urgence reste insuffisamment financée. Les réponses sont souvent de courte durée. Voilà un peu ce que nous pouvons dire de manière générale. Donc, en résumé, la tendance commune est claire. Les communautés maintiennent l'éducation à flot, mais leur résilience doit désormais être soutenue par des systèmes publics plus solides, plus inclusifs et plus financés. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Merci beaucoup, Monsieur Timbalaga. Effectivement, la recherche, les résultats de la recherche dans les trois pays ont révélé justement cette fragilité des systèmes éducatifs et parfois une réponse des communautés qui essayent, tant qu'elles peuvent, de trouver le moyen d'assurer la continuité dans leur région. Justement, Monsieur Sawodogo, on aimerait savoir comment à Kaya et aussi dans d'autres régions du Burkina Faso, la communauté se mobilise pour pouvoir assurer cette continuité pédagogique. Donc, pouvez-vous partager un peu avec nous qu'est-ce que la recherche dans votre pays, au Burkina Faso, a révélé comme solution, comme moyen d'assurer la continuité éducative? Merci, Monsieur Sawadogo, vous avez la parole. Ok, merci Dorian. Merci de m'avoir donné la parole. Je vais d'abord planter le décor en disant que depuis 2019, on a constaté un grand nombre de déplacements de population, y compris les élèves qui se déplacent et qui sont d'office mis hors circuit scolaire. Alors, c'est une réalité qu'il fallait faire face. Donc, les communautés se sont mobilisées et avec l'accompagnement des organisations de la société civile, notamment la Coalition nationale pour l'éducation pour tous, surtout qui a beaucoup sensibilisé les communautés sur leur rôle dans la continuité éducative de leurs enfants.
Alors, c'est ainsi que, en tout cas, les communautés se sont déployées là où ils se trouvent, parce que Kaya a enregistré quand même pas mal de déplacés internes, avec les autres communes qui ne se sont pas déplacées. Donc, il fallait vraiment trouver une solution urgente pour reloger les enfants qui se sont déplacés. Alors, donc, les communautés se sont engagées à accompagner l'œuvre gouvernementale en construisant des abris, des classes temporaires pour abriter les enfants. Ils les ont accompagnés également avec de la cantine endogène pour pouvoir restaurer les enfants déplacés internes. Également, il y a l'État qui a, en tout cas, avec la mise en place du secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence, qui a accompagné ces communautés-là. J'ai dit accompagner, mais face à une urgence. C'est ainsi que les efforts ont permis, à un certain moment, de pouvoir ouvrir 1473 structures éducatives partout dans le pays, qui a pu reloger environ 432 000 élèves déplacés internes. Voilà, donc, il y a ce qu'on appelle la couche vulnérable qui était les filles, parce que les filles et les élèves handicapés étaient la couche la plus vulnérable. Il fallait trouver un mécanisme pour vraiment protéger cette cible-là. Alors, c'est là que vraiment des sensibilisations ont contribué à ce que les AP, les associations des parents d'élèves et les associations des mères éducatrices ont pris le problème à bras le corps et ils ont sensibilisé les parents sur la vulnérabilité des filles parce qu'elles sont exposées à des grossesses, à des mariages précoces. Alors donc, l'un dans l'autre, on a pu quand même sécuriser beaucoup de filles qui étaient en situation de vulnérabilité. Il faut reconnaître que la coalition a joué un rôle très remarquable parce qu'elle nous a accompagnés pour pouvoir animer un certain nombre d'activités qui puissent vraiment sensibiliser directement les communautés à travers les émissions radio. La radio est plus écoutée au Burkina Faso, donc on a animé des émissions radio. Il y a eu des forats où on a convié les communautés, on les a expliqué comment il faut se battre pour que les enfants puissent continuer à apprendre dans un contexte de crise parce que nous ne savons pas à quel moment nous allons quitter la crise. Il faut faire avec, il faut de la résilience. Donc, c'est ainsi que, en tout cas, dans certaines zones, les communautés ont contribué à recruter des enseignants communautaires qui étaient parmi les populations qui vivaient là-bas parce que ces zones étaient à fort défi sécuritaire. Je peux citer par exemple Painsa, Barsalo et Bourzanga. Painsa, Barsalo pour la province du Sanmatenga et Bourzanga pour la province du Bam. Il y avait tellement d'enfants qui vivaient avec les populations là-bas et les enseignants de l'État n'avaient pas la possibilité de rejoindre ces zones-là. Donc les communautés se sont mobilisées avec l'accompagnement de certains partenaires techniques et financiers pour recruter des enseignants communautaires pour qu'ils fassent le travail en attendant. Et vraiment, cet enseignement communautaire a porté fruit parce qu'à Barsalo et à Painsa, en tout cas, c'est les enfants que les enseignants communautaires ont tenus ont quand même été évalués après, mais vraiment les résultats étaient concluants. Voilà, donc vraiment, il y a eu aussi un accompagnement des enseignants de l'État, là où les zones étaient, l'accession était sous convoi. Et les communautés ont accompagné les enseignants avec les denrées alimentaires et les produits de première nécessité, parce que les zones n'étaient pas accessibles. Souvent, on peut rechercher les denrées sans les trouver. Donc, les communautés se sont mobilisées pour accompagner les enseignants qui se sont sacrifiés pour venir, en tout cas, assurer la continuité de l'éducation. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à la contribution des communautés dans notre zone. Et c'est un peu partout au Burkina Faso que les communautés se sont organisées ainsi. Merci. Merci beaucoup, M. Savadogo. C'est bien clair, hein? Nous voyons très bien que pour assurer la continuité éducative, la communauté, les organisations de la société civile se mobilisent. Elles essaient de trouver des solutions pour accompagner l'action gouvernementale. Mais on se pose aussi la question de savoir
Que font nos gouvernements face à cette situation? Et je renvoie donc ma question à Monsieur Jacques de la RDC. Alors, en RDC, que font les gouvernements, que fait le gouvernement pour faire avancer l'éducation en situation d'urgence, sachant que vous êtes un très grand pays avec beaucoup de régions, de grands défis liés au climat, liés aux conflits armés. Et voilà, on aimerait bien savoir comment est-ce que le gouvernement assure son rôle régalien dans ce contexte de crise. À vous la parole, Monsieur Jacques. Monsieur Jacques? Bien, il faut dire que Je pense que la République démocratique du Congo, oui, donc je disais, est-ce que vous m'entendez? oui, très Est-ce que vous bien, m'entendez? allez-y. Oui, très Ok, bien, je allez-y. disais que la République démocratique du Congo a de grands défis justement à relever en cette matière. Le premier grand défi, comme vous le savez, euh, les crises répétitives en République démocratique du Congo ont, en l'espace de 2 dernières années, plutôt de 2 dernières années, mis près de 7 millions d'enfants en dehors de l'école. Donc, ils les ont poussés au déplacement, puis finalement, pour être en dehors de l'école, déplacés, et puis avec des risques, des très grands risques de ne plus retourner à l'école. Et vous avez posé la question, que fait le gouvernement de la République démocratique dans ce sens-là, dans ce cadre-là? Il faut avouer que la République démocratique du Congo, malgré justement les crises à répétition qu'elle a connues ou qu'elle connaît encore jusqu'à présent, n'avait pas mis en place une stratégie pour l'éducation en situation d'urgence. Si bien que il y a certainement des actions qui étaient menées sur terrain par des différents partenaires, et ainsi de suite, mais de manière non coordonnée. La première action et la plus importante que la République démocratique du Congo a mise en place, c'est notamment de se doter d'une politique, mieux, d'une stratégie nationale de l'éducation et de la formation en situation d'urgence. Depuis donc 2 mois, depuis il y a près de 3 mois, cette année, en 2026, donc, la République démocratique du Congo a adopté sa stratégie nationale pour l'éducation en situation d'urgence. Là, c'est d'ailleurs un élément important qui a fait partie notamment du plaidoyer mené par les acteurs, notamment la Coalition nationale pour l'éducation pour tous, pour que finalement on ait un instrument de politique, un instrument de planification qui puisse mettre l'État, le gouvernement de la République dans une position telle que finalement on n'ait plus à gérer des interventions de manière non coordonnée, qu'on ne réagisse pas aux coups et aux à-coups. Ça, c'est la première chose qui a été faite. La deuxième chose, c'est une chose est d'adopter une stratégie, une autre chose est d'intervenir et donc de donner des réponses qu'il faut par rapport au travail, à ce qui se passe, sur le terrain. Eh bien, de ce côté-là, le gouvernement se met actuellement à mobiliser les ressources tant sur le plan national qu'au niveau international. Vous le savez, là, de ce côté-là, les financements sont rétrécis, pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Il faut dire que dans ce cadre-là, le gouvernement de la République est dans la phase non seulement de vulgarisation de cette nouvelle stratégie, mais de mobilisation de ressources pour essayer de le mettre, de la mettre plutôt en œuvre. Mais il faut dire que les besoins sur terrain sont tels que la réponse jusque-là apportée ne couvre pas plus de 10% de la demande des besoins réels. Donc, la réponse reste fragile par rapport à cette question. Il faut dire que oui, le gouvernement a été attentif au plaidoyer, à la situation qui est sur terrain, jusqu'à se doter d'un instrument de politique et de planification. La question, le défi majeur aujourd'hui, c'est que les ressources sont toujours amenuisées et à ce propos-là, le plus grand défi reste la mobilisation des ressources pour essayer de répondre aux urgences
tant sur le plan des conflits sécuritaires que des calamités naturelles qui s'abattent sur le pays, notamment également des épidémies et autres qui sont récurrents au niveau du pays. À ce sujet-là, donc voilà ce que nous pouvons dire, ce que l'État congolais fait, le gouvernement fait dans ce cadre-là pour essayer de répondre en tant soit peu à ces exigences. Merci beaucoup, Jacques. Vraiment, on apprécie les efforts du gouvernement de la RDC pour avoir mis cette situation dans un cadre à travers la stratégie de l'éducation en situation d'urgence. Et on remarque que les efforts de la coalition ont porté du fruit parce que c'est un long plaidoyer qui a été mené par la coalition et beaucoup de partenaires pour que l'État puisse vraiment se saisir de la question et mettre en place ce document qui va orienter les prochaines actions. Alors, au Burkina Faso, nous savons qu'il y a une stratégie de l'éducation en situation d'urgence qui a été validée et qui est en train d'être mise en œuvre depuis quelques années. Mais on se questionne sur le financement. Est-ce qu'aujourd'hui, le financement de ces stratégies-là est effectif, M. Sawadogo, ou alors il y a des recommandations à formuler sur le financement de l'éducation en situation d'urgence au Burkina Faso? Merci. Par rapport à la stratégie nationale de l'éducation en situation d'urgence, le financement est là, mais il n'est pas pérenne. C'est là que le problème se pose. Il y a le financement, mais il n'est pas pérenne, il n'est pas prévisible. Donc, alors qu'il faut un financement permanent et prévisible pour pouvoir, en tout cas, établir un programme d'urgence. Mais bon, les ressources, la réalité des ressources fait que le financement est ponctuel, ajouté au changement de régime que nous avons connu depuis la crise sécuritaire. Nous avons connu pratiquement 3 régimes politiques. Donc, ça fait que les changements ont beaucoup porté un coup à la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'éducation en situation d'urgence. Néanmoins, en tout cas, le gouvernement a fait des efforts par rapport à ça, parce qu'il y a eu la mise en œuvre des innovations pédagogiques pour pouvoir permettre aux enfants qui étaient hors circuit de pouvoir se rattraper rapidement à travers la création des centres SSAP, la stratégie de scolarisation accélérée, les passerelles. Alors, si un enfant fait 2 ans là-bas, il peut se retrouver dans une école normale au CM1 ou au CM2. Voilà, donc c'est des stratégies qui ont marché, qui ont pu insérer quand même pas mal d'enfants dans les circuits normaux de l'éducation. Il y a également les CBNF qui ont permis non seulement de reprendre les enfants, mais aussi de les apprendre les métiers dont à l'issue du processus, ils ont été accompagnés pour s'installer et puis mener leurs activités qu'ils ont apprises dans ces centres-là. Il y a également les centres d'alphabétisation pour permettre à ceux qui ne rêvaient plus de pouvoir retrouver l'école, au moins de connaître l'alphabet de leur langue locale, et ça va leur permettre, ça les a permis en tout cas de s'insérer dans la société d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a eu aussi un effort du gouvernement qu'il faut vraiment souligner, c'est l'accompagnement de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous dans l'organisation des forats. Voilà, il y a eu des forats au niveau des régions où c'est le ministère de l'Éducation de base qui a financé ces forats-là. Et ça nous a permis, en tout cas, de toucher la communauté et de les expliquer, en tout cas, le bien fondé de la lutte permanente pour, en tout cas, la continuité éducative. Voilà, donc ce sont entre autres les efforts du gouvernement. Néanmoins, c'est ce que je disais, il faut vraiment que le financement de l'éducation soit vraiment une préoccupation qui soit portée par la campagne mondiale et les organisations de la société civile, parce que le financement reste toujours un problème. Voilà, le financement reste un problème et il faut toujours relever, il faut trouver un moyen pour relever ces défis afin de permettre de tracer vraiment des lignes directrices de l'éducation en situation d'urgence comme on le souhaiterait.
Parce que si le financement n'est pas permanent, ça ne permet pas d'aboutir, en tout cas, les programmes. Et si le programme n'est pas abouti seulement, bon, ça ne donne pas le résultat escompté. Merci bien. Merci beaucoup. Permettez-moi d'accueillir notre troisième intervenant qui nous a rejoint, Monsieur Rasset Dibaye Dimtoiga du Tchad. Et à la suite de Monsieur Sawadogo, on aimerait bien discuter avec lui sur comment est-ce que la recherche s'est déroulée au Tchad, la recherche sur la situation d'urgence. Et Monsieur Rassedibaï est enseignant et chargé des examens et concours à l'inspection départementale de l'éducation nationale et de la promotion civique dans la commune de Djamena 6. Et il a participé avec la coalition lors de l'étude sur la recherche en situation d'urgence. Donc, Monsieur Rassedibaï, nous aimerons bien entendre de vous quels sont les défis concrets que rencontrent le corps enseignant et les élèves sur le terrain. Et nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, Dorian, et bonjour à tout le monde. Je reviens, merci beaucoup, sur l'étude sur la situation, sur l'éducation en situation d'urgence au Tchad, où j'ai personnellement participé. Et vraiment, il y a les défis. Les enseignants dans l'éducation en situation d'urgence, les enseignants apparaissent en première ligne dans la gestion sur l'éducation en situation d'urgence au Tchad. D'abord, nous sommes confrontés à des classes surchargées, les infrastructures délabrées, un manque chronique de matériel pédagogique. Et nous devons, nous les enseignants, assurer la continuité de l'apprentissage dans cette crise et encore dans des conditions particulièrement difficiles. Notre rôle dépasse largement la transmission de la connaissance. C'est un enseignant qui gère les tensions liées au déplacement et l'insécurité. Les mêmes enseignants qui rassurent les élèves. Les mêmes enseignants qui improvisent des solutions pour maintenir les solutions, pour maintenir un cadre de l'éducation minimale. Cette polyvalence les expose à des surcharges de travail et à des facteurs de stress importants et accentués par l'absence de soutien et les ressources adoptées. Face à cette situation, les enseignants ont adopté des stratégies. Et les stratégies que les enseignants ont adoptées, certains recourent à des cours du soir ou des groupes d'études pour compenser maintenant les absences. Il y a d'autres qui utilisent les techniques d'écoute et de moralisation pour maintenir les enfants traumatisés. Donc, les formations ponctuelles organisées par les partenaires, telles que l'inclusion, sur l'inclusion,
la gestion des stress, ou soit l'éducation adoptée, constitue un soutien précieux. Mais vraiment, ces formations sont insuffisantes pour répondre vraiment aux besoins réels sur le terrain. Donc, pour ça, les enseignants réclament les formations régulières et continues qui leur permettra maintenant de renforcer leurs capacités pédagogiques et psychosociales. Donc, cette situation également, les enseignants organisent les mêmes choses avec la communauté et c'est-à-dire que les distinctions, c'est pour parler, je voudrais parler de la distinction, c'est les mêmes enseignants là qui organisent les distinctions dans les classes, par exemple les réfugiés, les filles, les réfugiés, ou soit les enfants en situation de handicap. Également, les enseignants sont les garants de la résilience dans l'éducation, dans la zone de la crise. Leur engagement quotidien permet la maintenance de l'école vivante. Donc, mais leur efficacité sont restées limitées. Leurs efficacités sont restées limitées à cause du manque de moyens. Et également, le rôle, pour consolider le rôle des enseignants, également les enseignants, il est indispensable de leur fournir un accompagnement. Rapprochez-vous du micro, on ne vous entend pas bien. OK. Aujourd'hui, pour consolider le rôle des enseignants, il est indispensable de leur fournir un accompagnement professionnel durable et des ressources pédagogiques adoptées à un soutien social, afin qu'ils puissent continuer à jouer pleinement leur rôle de protecteurs et de facilitateurs de l'apprentissage en situation d'urgence. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention. Effectivement, la problématique de la situation de l'éducation en situation d'urgence touche particulièrement les enseignants. Les enseignants, les familles et les communautés sont généralement les premiers acteurs qui sont à pied d'œuvre pour assurer la continuité de l'apprentissage. Et souvent, ils ont très peu de soutien et ils ont aussi souvent une reconnaissance très limitée. Et comme l'a dit tout à l'heure M. Jacques et M. Sawadogo, on se rend compte que l'éducation en situation d'urgence reste gravement sous-financée. Malgré les cadres, les stratégies en place, des programmes qui sont développés par les gouvernements et aussi par d'autres partenaires, on se rend compte que les moyens ne sont pas suffisamment mis en place pour pouvoir inverser la tendance. J'aimerais demander à chacun d'entre vous, aujourd'hui, s'il faut faire une action urgente dans votre pays, ou alors est-ce qu'il y a un message ou une recommandation à faire à l'endroit de vos décideurs? Qu'est-ce que vous allez leur passer comme message? Monsieur Jacques? Bien, concernant la République démocratique du Congo, le premier message est justement comme appel à l'action. Ce que nous pouvons donc demander au gouvernement de la République démocratique du Congo, et ça doit être pratiquement la même chose pour les autres gouvernements en Afrique touchés par les crises, c'est d'aller au-delà de l'adoption seulement des stratégies ou de plans
mais c'est de mettre d'abord en place un mécanisme national de financement et de réponse rapide pour l'éducation en situation d'urgence. Cela est important. Bien souvent, on considère que l'éducation, lorsqu'il y a une urgence, on considère que la réponse à l'éducation ne peut venir qu'après la crise. Or, l'éducation fait partie notamment des réponses à la crise, parce que pendant la crise, des enfants sont déplacés. Les personnes vivant avec handicap sont touchées. Les filles sont touchées. Et l'éducation ne peut pas être conçue comme un fragment, mais c'est une des parties importantes à laquelle on doit répondre lorsqu'il y a une crise. Donc, l'éducation ne doit pas attendre la fin de la crise, mais l'éducation est une réponse à la crise et elle doit être donnée, elle doit continuer pendant la crise pour mieux argumenter, pour mieux orienter la réponse et même la durabilité après. C'est le message le plus important parce qu'en fait, le défi le plus important, c'est que nos systèmes se sont habitués à pouvoir attendre que les crises soient là pour que finalement on donne des réponses. Or, si il y a un financement pérenne qui prévoit les réponses aux crises, même quand elles ne sont pas encore là, ça permettrait d'avoir des kits qui peuvent permettre de donner des réponses lorsqu'une crise arrive. Donc, première chose, mettre en place un mécanisme pérenne, national de financement pour l'éducation en situation de crise, en situation d'urgence, considérer l'éducation comme une réponse qui ne doit pas attendre la fin de la crise et notamment aller de l'avant. Voilà ce que nous l'appel que nous pouvons faire à nos gouvernements, à notre gouvernement et aux gouvernements africains, aux autres gouvernements quant à ce. Merci beaucoup, M. Timbalaga. Je vais passer la parole à M. Sawadogo. S'il y avait un message à formuler à l'endroit de vos décideurs, que diriez-vous? Ok, merci bien. Je pense que M. Jacques a tout dit, mais en tout cas, je vais emboîter ses pas. Parce que pour nous, la solution même de la crise se trouve dans l'éducation. Et l'éducation permet de changer les mentalités. Et c'est le changement de mentalité qui peut nous sortir de cette crise-là, quel que soit le temps que ça prenne là. Et l'on dit souvent aussi que l'éducation n'a pas de prix. Voilà, l'éducation n'a pas de prix là. Il faut que les gouvernements en fassent les slogans. Voilà, donc il faut vraiment un mécanisme pérenne de financement de l'éducation en situation d'urgence parce qu'il y a une urgence qui est là. Il faut répondre à la hauteur à l'urgence. Donc, c'est vraiment cet appel-là que je lance au gouvernement et aux organisations de la société civile, notamment aux coalitions nationales pour l'éducation. Et vraiment, j'allais leur demander de continuer les plaidoyers pour le financement de l'éducation en situation d'urgence. Parce qu'à côté de l'État, il faut avoir la société civile qui doit taquiner pour que les choses puissent avancer sur le terrain. Parce que nous sommes des acteurs terrain, nous touchons du doigt la réalité et nous devons vraiment titiller les différents États pour que l'éducation puisse être financée à la hauteur. Alors, il y a également les acteurs premiers, dont celui du Tchad parlait, c'est notamment les enseignants. Il faut impérativement les former de façon permanente. Parce que les enseignants sont encore jeunes. Il y a beaucoup qui partent à la retraite, il y a la jeunesse qui est là. Donc, il faut les former sur les différents modules de l'éducation en situation d'urgence pour leur permettre d'être à la hauteur de leurs tâches. Voilà, donc c'est ce que je peux vraiment ajouter.
en terminant en disant qu'il y a un penseur qui a dit que si vous estimez que l'éducation coûte cher, il faut essayer l'ignorance. Donc, ça en dit beaucoup de choses. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Sawadogo. Alors, nous allons revenir à notre intervenant du théâtre. Oui, Alors, je suis là, merci beaucoup. Monsieur a passé à Monsieur votre Rassidibaye Jim Toinga. Je crois que c'est difficile à prononcer, mais je pense que ça va aller. Oui. Merci beaucoup. Moi, j'avais dit quelque chose ici. J'ai dit que les besoins réels sont là. L'éducation en situation d'urgence, vraiment, là où nous étions, les besoins réels sont là. Et ce que peut-être je vais dire comme recommandation, on dit que l'éducation est la pièce maîtresse pour le développement. Donc, nous recommandons ce qui suit, c'est-à-dire stabiliser le financement et renforcer les formations continues, comme je viens de le souligner avant. Et également, investir dans des écoles résistantes au choc climatique. Les opérationnaliser avec suivi et responsabilisation. Ça, c'est mes recommandations. Stabiliser les financements humanitaires pour éviter les ruptures. Les enseignants, ils se constituent en bénévoles. Ils ont vu la situation et eux-mêmes, ils sont des décideurs. Ils se constituent en bénévoles pour faire la continuité de cet apprentissage-là. Pourquoi? Parce qu'il leur manque beaucoup de moyens. Et si vraiment nos recommandations sont écoutées, je crois que nous allons changer l'éducation en situation d'urgence. Merci. Merci beaucoup pour vos avis, vos recommandations, aussi vos expériences sur le terrain qui étaient très enrichissantes. On convient tous ici que l'éducation en situation d'urgence n'est plus une action temporaire. Cela s'est prolongé dans le temps. Donc, les solutions qui étaient jadis proposées pour pouvoir gérer dans l'urgence la continuité éducative demeurent aujourd'hui des véritables préoccupations, tant pour la société civile que pour nos gouvernements, pour avoir des réponses qui s'étendent vraiment sur le temps. On est parti à des réponses rapides vers des réponses durables. Donc, nous invitons aujourd'hui la société civile que vous êtes à continuer le travail de plaidoyer, à inciter les gouvernements à respecter leur engagement, à sensibiliser les communautés pour qu'elles puissent être impliquées dans cette réponse parce que c'est elles qui sont les premiers acteurs qui sont au cœur même des difficultés, des défis que nous avons sur le terrain. Et je remercie chacun d'entre vous pour avoir partagé si richement les expériences de vos pays respectifs. Je vous remercie et je vous souhaite bon courage. C'était un échange qui nous a montré combien est-ce que l'engagement de la société civile est important dans ce contexte de crise. Nous avons des millions d'enfants en Afrique qui se retrouvent hors de l'éducation et nous savons l'impact que cela a sur nos économies et le développement humain. Donc, merci d'avoir partagé cet échange et je vous souhaite bonne continuité dans vos activités. Merci beaucoup, Jacques, Sawadogo Merci, Dorian. et Dim du Tchad. Merci beaucoup et bon après-midi. Merci. Merci.